Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de la réponse principalement de Gary Gensler au procès, la SEC contre XRP. On va également développer beaucoup sur la liquidité, la price action, etc. Même si on est dans des développements plutôt naturels, j'ai envie de dire, par rapport à ce qu'on avait dit dans la vidéo d'hier. Et puis, on va bien évidemment aller voir tout ce qui est fondamental, etc. Donc les news autour de Bitcoin aujourd'hui. On est là sur le Bitcoin face au dollar en daily, comme d'habitude. Hier, on a parlé d'une visite de cette poche de liquidité en rouge qui est ici. Pour le moment, elle a été à peine testée, mais pas réellement, vous le voyez, visitée en plein, hein, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc, attention, bien évidemment, on a une prise de liquidité à faire sous les 29,5. Pour le moment, les 30 000 $ semblent tenir, semblent vouloir tenir. Et vous le voyez, on a ce niveau en 4 heures qui ne doit pas casser. On peut faire une mèche, bien évidemment, mais si jamais on va en dessous, on veut vraiment ici garder ce niveau en 4 heures. Et pour le moment, je pense qu'il n'est pas cassé d'ailleurs. Alors, il n'est pas cassé si on termine aujourd'hui la 4 heures actuelle, donc à 14 heures, si on rejoint cette ligne-là et qu'on re-rentre à l'intérieur. Je vous rappelle que pour casser un niveau, il faut faire l'entièreté du corps de la bougie sous le niveau, c'est-à-dire ouverture-clôture en dessous de ce niveau-là. Pour le moment, on a ouvert en dessous, mais on n'a pas clôturé en dessous. Et vous le voyez ici, la réponse, elle est systématique sur ces niveaux-là. Donc, c'est relativement intéressant à regarder. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on a perdu désormais cette daily. Donc, celle-ci, on peut l'enlever tout simplement, hop, comme ceci. Donc cette daily là, elle est perdue, donc on avait ici une trend d'accumulation qui, au travers de la bougie d'avalement qu'on a eu ici, c'est-à-dire en daily, on avait fait une très belle hausse sur la journée ici, et là vous voyez qu'on l'a totalement ravalé. Retour en bas de range, et pour le moment la question c'est bien sûr, est-ce qu'on descend dans cette fameuse poche de liquidité, voire en dessous? On a parlé des niveaux hier, 28,2 et 27,2, si jamais on y allait. Et est-ce que le prix ici va afficher de la force dans la zone des 30 000 $? Sous-entendu, on peut mécher encore une fois à 29,5, mais si derrière on éclate complètement les niveaux, ça va être compliqué d'avoir suffisamment de momentum pour repartir de l'autre côté. Donc voilà pour le 4 heures et daily. En ce qui concerne le 1 heure, j'ai une structure qui semble baissière, c'est-à-dire que ici, vous le voyez, je n'arrive pas à faire un nouveau plus haut. On va voir le développement de celle-ci. Mais pour le moment, vous voyez qu'on avait peut-être un petit retournement ici. Et en fait, ça ressemble peut-être plutôt à un bear flag, sous-entendu scénario baissier qui est peut-être en train de s'activer. Encore une fois, on aura la réponse à la perte de la 4 heures. Si jamais on fait juste une mèche de liquidité pour venir chercher la poche de liquidité de la semaine qui est ici, c'est plutôt une bonne nouvelle. Si jamais on ne fait pas... si jamais on perd la 4 heures et qu'on vient directement aller en dessous, à ce moment-là, je vous ai donné les targets, à savoir 28,2 et 27,2. Sur la 15 minutes, pas vraiment de structure de retournement non plus. Vous le voyez, la 15 minutes à ce stade également est baissière. On pourrait éventuellement voir là-dedans une structure intéressante pour venir chercher les longues au-delà. C'est-à-dire ici, si on considère que tout ceci est un range avec une déviation en dessous, là, entre ces deux niveaux-là, on pourrait ici à ce stade continuer un petit peu à temporiser dans la zone. C'est tout à fait possible. Néanmoins, il faut regagner encore une fois le niveau 4 heures qui pour moi est relativement important. Si jamais on regarde, on va dire Ethereum BTC, toujours à la latéralisation, une structure également plutôt bullish ici sur la correction. Ici, on a eu un rebond et là, on est en 15 minutes. Est-ce qu'on va pas ici revenir retoucher des niveaux plus importants? C'est une bonne question. Si jamais on le regarde en 4 heures, vous voyez que la correction est quand même assez prononcée. Si jamais à ce stade ici, on n'a pas un rebond sur la zone et une cassure de cette trendline de distribution, du coup, on n'a pas de flag et on n'a pas de C. Sous-entendu, A, B et C. Ici, nous, ce qu'on s'attend et le scénario qu'on joue probablement, c'est un rebond des alts par rapport à Bitcoin. Ça sous-entend bien évidemment que les alts doivent avoir de la force par rapport à Bitcoin. Si on regarde Ether contre le dollar, on va regarder ça en 4 heures, c'est pas mal. Pour le moment, on a une 4 heures ici qui tient également. Il va falloir regagner. Vous le voyez, là où Bitcoin a perdu sa daily, Ethereum est probablement ici en train de tenir sa 4 heures. En tout cas, pour l'instant, c'est les signes qu'il donne. Et il va falloir regagner à ce stade 1907 $ avant 10h41. Si jamais on perd ça, à ce moment-là, effectivement, on valide une structure baissière en 4 heures, donc une correction plus profonde pour Ethereum. Je dirais à peu près vers 1800. Si jamais on tient cette 4 heures, à ce moment-là, l'idée c'est de faire un nouveau plus haut, c'est-à-dire d'avoir ici un rebond dans la zone pour prendre le plus haut qui est celui-ci.
Donc voilà pour Ether, on a déjà quand même beaucoup parlé d'Ether cette semaine, l'Ether dominance, oui, qui est, il semblerait ici sur support, en tout cas elle semble trouver quelque chose, là c'est pareil, hein, si jamais ici on perd le support actuel, à ce moment-là, eh bien il faut s'attendre à avoir un nouveau plus bas sur l'Ethereum dominance, mais elle a un support autour des 19,57 qui semble très bien tenir, et à ce stade, pas de structure de retournement, sauf si on perd le support, auquel cas on aura cette espèce de M-top, on va dire, même si c'est plutôt un top en descente, et qui nous emmènera plus bas. En ce qui concerne le Total 3, alors le Total 3, ce sont toutes les altcoins libérées de Bitcoin et Ethereum. On enlève Bitcoin et Ethereum là-dessus. On avait eu cette structure de retournement ici avec cassure d'un niveau daily au 313, retest de ce niveau. Ensuite, on repart, on continue sur une structure haussière. Ensuite, ici, explosion haussière, cassure d'une trendline historique très vieille qui était tout simplement la ligne de descente des altcoins. Et à ce stade, pour le moment, il semblerait qu'on continue à retester cette ligne-là. Donc, on va voir ce que ça dit ici de ce côté-là. Si jamais on réintègre, c'est pas une bonne nouvelle. Ici, je parle de cette trend. Si jamais on explose à la hausse et on revient tester à minima les 400 milliards de market cap, à ce moment-là, ça serait la suite logique. Sous-entendu, une petite altcoin season des familles, sans nécessairement parler de plusieurs mois où les altcoins surperforment. En tout cas, à minima, un rebond haussier jusqu'aux 400 milliards. On va désormais aller voir l'institutionnel. L'institutionnel, hier, on a du côté du GBTC, donc Grayscale BTC. Vous voyez qu'ici, potentiellement, on tient le support également, le nouveau support qui a été mis en place, qui se place à peu près dans cette zone, et comprenez bien qu'ici la target elle est de 23,76 en tout cas à court terme sur le Grayscale BTC, donc à ce stade là c'est pas trop mal, la correction n'est pas excessivement prononcée. Sur tout ce qui est également BlackRock ETF, notamment basé sur l'action Coinbase, etc., là où c'est une bonne chose, c'est qu'on avait cette espèce de biseau ascendant, et pour le coup il est cassé à la hausse, et on casse ici potentiellement ce qui aurait pu être une résistance. Donc si jamais on tient ça et qu'on continue vers le haut, ça veut dire que la tendance est bonne pour Bitcoin et à la fois pour la totalité du marché. En ce qui concerne la stablecoin dominance qui est ici, stablecoin dominance, l'indice du cash en crypto, moi c'est un indice que j'adore, que j'aime beaucoup regarder parce que tout simplement il donne vraiment des informations intéressantes et également sur la market cap totale, mais aussi sur le sentiment sur la crypto. Et à ce stade, j'ai envie de dire que sur la stablecoin dominance, eh bien il sera important de ne pas revenir jouer avec ces niveaux-là, tenir la 4 heures de distribution qui est celle-ci, on va se mettre en 4 heures pour la montrer, qui nous rejette pour le moment, donc c'est plutôt une bonne chose. Et là, on a besoin d'un rejet et on a besoin de perdre tout simplement ce support-là. Personnellement, pour moi, ça serait ça la clé, le niveau, le signal. Le channel s'appelle Crypto Signal, c'est pas pour rien. Mais en tout cas, ici, pour moi, on aurait ici sur la stablecoin dominance des choses intéressantes. Vous voyez qu'on a déjà touché une première target ici quand on a tapé ce point-là, qui était, je pense, la target d'un double top. On a une deuxième target ici pour revenir tout en bas d'un channel, puisque la stablecoin dominance en weekly est dans un channel depuis 2017-2018. Vous le voyez, donc là, on est la target, c'est de tout simplement, le long de cette weekly-là, continuer jusqu'au 8 ou 9%. Désormais, au fur et à mesure où on avance dans le temps, vous comprenez que ce channel correspond à l'adoption des stablecoins dans la vie des personnes qui utilisent la crypto. Et donc, du coup, on a de plus en plus de stablecoins sur le marché. C'est relativement normal. Tout ça c'est l'adoption encore une fois des stablecoins depuis, là j'ai que 2020, mais si on regarde ici c'est depuis quelque part comme 2018 je crois. C'est ça, 2018, où on est parfaitement dans ce canal. Vous voyez que sur cet autre indicateur, et là sur cet autre indicateur duquel on a enlevé le Binance USD, eh bien vous voyez qu'on est on est très très propre sur les bandes, les touchettes, etc. Donc c'est suffisamment intéressant pour suivre cet indicateur comme étant potentiellement une continuation de cette pattern sur la stablecoin dominance. Voilà pour le technique, je pense qu'on a fait le tour. J'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord. Vous avez ici tous les signaux qui peuvent vous dire que ça passe baissier ou que ça reste haussier. Je pense en tout cas à minima sur le moyen terme. On reviendra sur la partie un peu plus scalping, petite time frame en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Et là on va aborder toute la partie fondamentale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passe dans le monde et qu'est-ce qu'il se passe dans le monde de la crypto.
Ici, bon, l'Ukraine qui adopte une approche lente sur la contre-offensive, bon, bah ça on l'avait compris. Ici, actuellement, on a un petit, en ce moment, entre le prince saoudi et le président des Émirats Arabes Unis, on a un petit clash actuel. C'est pas forcément une mauvaise chose, entre guillemets, si on veut faire un soft landing, que l'OPEP plus commence à se disputer un petit peu. On aura peut-être moins d'alignement entre eux sur cette volonté de couper les prix du pétrole au moment où on risque de rentrer dans une récession. En ce moment, on a beaucoup de corrections de l'inflation tout simplement parce que le pétrole se dit il va y avoir une récession. Donc c'est une très bonne chose que le pétrole diminue de manière à tout simplement aider l'économie à repartir, hein, c'est des mécanismes de marché qui sont normaux. Quand vous avez un cartel du pétrole et quand vous avez une forme d'oligarchie, une mainmise sur le monde du pétrole qui décide plus ou moins ensemble de à quel point on ouvre ou on ferme le robinet, et c'est bien évidemment énormément le cas en ce moment, et c'est le cas depuis 1973, hein, le moment où ces pays-là ont commencé tout simplement à se rallier. Comprenez qu'on a ici un cycle de 50 ans dorénavant où potentiellement le pétrole n'a plus la mainmise sur les États-Unis. Ensuite, ici, pas grand-chose sur CoinDesk. XRP dans tous les banques US, le doux rêve de Ripple. Bon bah oui, on sait que XRP a été designé pour être une monnaie interbancaire, donc c'est tout à fait intéressant ici. C'est d'ailleurs c'est son cas d'usage, hein, tout simplement. Là où on va s'intéresser vraiment un petit peu plus au sujet, c'est tout simplement ici l'interview qu'a donné Gary Gensler. Donc là, c'est sur le site Yahoo Finance. Et en gros, j'ai regardé cette interview et ce qu'il nous dit, c'est qu'il est effectivement un petit peu déçu par la décision du juge de classer XRP comme une commodité, en tout cas sur la partie qui a été vendue sur des exchanges. Et comme je vous l'avais expliqué, il est relativement content que la partie qui a été faite en ICO, donc la vente aux institutionnels qui a été faite avant que la cotation soit faite sur les exchanges, ait été pour le coup, elle, classifiée comme une security. Donc globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que dorénavant, visiblement, la régulation va se faire comme suit. Les securities vont être... les securities vont être du côté des ICO, les ICO vont être des securities, et ensuite, dès qu'on aura une cotation sur un exchange, à ce moment-là, on sera dans la logique d'une commodity, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup moins de charges administratives, voilà, et beaucoup moins de choses à faire quand on sera coté sur les exchanges. Maintenant, ce qu'il faut comprendre également, c'est que, qu'est-ce que nous dit Gary Gensler? Parce qu'il faut comprendre que dans ce procès, vous avez ici une première ligne de défense au niveau de la justice qui s'appelle la Cour du district, je crois, c'est la Cour du district de New York en l'occurrence. Ensuite, la SEC pourrait potentiellement faire un appel, donc à ce moment-là, on irait en cour d'appel, et ensuite, si jamais, par exemple, la SEC gagnait son appel, à ce moment-là, Ripple pourrait demander d'aller en Cour suprême. Donc ça pourrait être quelque chose qui pourrait durer sur des années. Ça fait déjà au moins 3 ans que le procès dure. Donc ça pourrait être quelque chose qui s'étend sur des années et des années. Et on voit dans l'interview que Gensler se pose la question de l'appel. Ça veut pas dire que il va le faire. Ça veut dire aussi qu'il risque sa place sur cette histoire-là parce que on estime que ce sont des frais d'avocat quand même assez conséquents. Donc il y a un moment donné aussi où soit il encaisse sa perte et il dit bon ben on a dépensé des frais d'avocat parce que en plus voilà, ici, vous comprenez que pour l'instant, je crois pas que dans la décision, en tout cas, il y ait été décidé par le juge que la SEC paye les frais d'avocat de Ripple ou l'inverse. Je crois que les deux vont ici splitter leurs frais d'avocat et tout simplement rester un petit peu sur ce qu'il en est. Mais en cours d'appel, il se pourrait qu'il y ait une décision un peu plus tranchée où du coup, la SEC doit payer absolument tous les frais d'avocat de Ripple. Donc ici, il joue un peu sa place sur cette histoire. Est-ce qu'on fait appel ou pas? Est-ce qu'on reste là-dessus? Et je pense que c'est vraiment ici le tournant. Si on voit qu'il y a un appel de la part de la SEC, et malheureusement, j'ai pas trouvé l'information de combien de temps ils ont pour éventuellement faire appel, mais en tout cas, il faut comprendre ici, si vous l'avez, n'hésitez pas à la mettre en commentaire d'ailleurs, mais il faut comprendre ici qu'il y a une possibilité d'appel de la part de la SEC qui, bien évidemment, contribuerait à plomber totalement le secteur des altcoins et de la crypto-monnaie dans son ensemble. Cathy Wood qui vend plus d'actions Coinbase, ça on en a déjà parlé hier. Ici, vous le voyez, est-ce que la clarité de la régulation finalement n'aurait pas commencé au tribunal après la victoire de Ripple? C'est vrai que c'est une question qu'on s'est déjà posée sur le channel, mais on a beaucoup parlé du test d'OI et de ces choses-là, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de cette semaine pour éventuellement vous renseigner là-dessus.
Ici, on a un prix Nobel, visiblement, qui nous dit que la dominance de l'US dollar est terminée, mais que il a des doutes par rapport au fait que le yuan remplace le dollar US. Ça, c'est intéressant pour nous. Peut-être que la crypto, ici, a quelque chose à faire pour tout simplement stimuler les échanges internationaux, mais à la fois, en fait, ça pose vraiment des problèmes. Il faut comprendre, j'avais fait toute une vidéo sur le dilemme de Triffin. C'est ça, le dilemme de Triffin qui dit que une monnaie a des avantages à être la monnaie mondiale, mais elle a aussi des inconvénients relativement énormes, notamment tout simplement, quand elle va essayer de relancer son économie, par exemple en imprimant, ça peut quelque part ici engendrer, ou à l'inverse, quand elle va plutôt essayer de rentrer dans une politique d'austérité en essayant bien évidemment de diminuer sa masse monétaire, donc le M2, ça risque ici de poser des soucis. Par ailleurs, au reste du monde et dans des économies interconnectées comme les nôtres, quand vous affaiblissez le reste du monde, vous vous affaiblissez quelque part vous-même. On l'a vu d'ailleurs principalement dernièrement, où finalement même Biden a dit les États-Unis n'auraient rien à gagner à ce que la Chine ait une énorme récession économique. Et on a des économies qui sont tellement interconnectées, encore une fois, que on est dans un système où le monde doit bien fonctionner. Et ça, j'en ai beaucoup parlé aussi également, mais la théorie quantitative de la monnaie, l'école autrichienne, etc., toutes ces choses-là nous disent que l'inflation est fonction de la masse monétaire en circulation. Donc plus de masse monétaire en circulation, plus d'inflation, un crédit effectivement plus facile, etc. Mais il y a un moment donné où on devra revenir aux fondamentaux. Et encore une fois, dans l'école quantitative de la monnaie, vous avez cette idée que en fait la sphère monétaire doit être connectée à la sphère économique, et en ce moment c'est pas du tout le cas. On voit bien évidemment depuis 40-50 ans que la sphère monétaire est totalement en train de se détacher de la sphère économique. Sous-entendu, on en arrive presque à vouloir une récession pour que la Fed inverse ses taux et pour que les stocks performent. Les stocks, théoriquement, devraient performer en fonction des bénéfices des sociétés qui la composent, et en ce moment, on voit une totale dichotomie entre les deux. Donc, est-ce que la solution, ça ne serait pas tout simplement de revenir soit à un étalon or, soit, en l'occurrence, bien évidemment, Bitcoin est une solution formidable dans ce cadre, ou en tout cas, la crypto, celle qui n'a pas de dilution, celle qui, on a vu d'ailleurs, notamment dernièrement, Matic, qui a dit, nous, on va locker à 2% d'inflation, on va augmenter, on va changer, on va faire une sorte de hard fork pour le token hard fork, c'était pas mal aussi comme lapsus. Je pense qu'on fera un jour on fera une compilation. Donc un hard fork, plus ou moins pour dire désormais on change, puisqu'on en est arrivé à la fin de la possibilité pour Matic d'avoir de la supply, et là en l'occurrence ils ont dit que pour 10 ans le maximum d'inflation serait de 2%, donc plus ou moins ce que sont les objectifs de la Fed, le maximum de dilution, excusez-moi, c'est pas la même chose en inflation ou dilution, mais la dilution maximum par an sur Matic serait de 2%. On le voit également sur Ethereum qui est déflationniste, on le voit sur Bitcoin où je pense qu'actuellement on est autour des 1,8, je sais pas exactement sur ce halving là quel est exactement le taux d'inflation, mais c'est vraiment des concepts qui sont intéressants que de penser que un asset qui est hard, en fait vous pourrez tout simplement mesurer la valeur de votre pain sur une cinquantaine d'années, mais vous aurez aussi peut-être une meilleure stabilité de l'économie, et derrière vous pourrez réellement mesurer la productivité, toutes ces choses là, tout ce qui font réellement l'économie en fait, quand on parle d'économie réelle. Kerry qui va en Chine, ça on s'en fout un petit peu. Et puis cette semaine, on a sincèrement un calendrier économique qui est plutôt calme. Il y a assez peu de choses, sincèrement, cette semaine. Là, on est mardi, vous le voyez. On aura les sales, donc tout ce qui est un petit peu, effectivement, sur ce que pourrait nous donner l'économie américaine sur la prochaine année. Mais sincèrement, la grosse semaine, ça sera la semaine prochaine, là, pour le coup. Ou le 26 juillet, donc mercredi, on aura tout simplement la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Qu'en pense le marché, d'ailleurs ? Eh bien, le marché... Donc ici, on est sur un sondage. Que pensent les acteurs du marché vis-à-vis de la Fed ? Et ici, vous voyez qu'on a désormais 97% du marché qui estime que le 26 juillet prochain, donc mercredi prochain, Jérôme Powell va nous donner une augmentation de 0,25. Donc une nouvelle augmentation. Pourquoi cette augmentation alors qu'on est revenu déjà à 3% d'inflation et que le but de la Fed est de revenir à 2%? Parce que on a vu cette diminution de l'inflation uniquement en raison de la correction du pétrole. Pour le moment, on n'a pas eu d'effet
d'effet significatif. On l'a eu un petit peu sur le housing, c'est-à-dire tout ce qui est hébergement, mais dans le CPI, donc dans l'indice des prix à la consommation américain, on n'a pas eu de réelle diminution de la demande, donc on est toujours dans une surchauffe économique de toute la liquidité qui a été tout simplement injectée pendant le Covid. Allez, on passe sur la liquidité justement. J'en profite également pour vous dire de ne pas hésiter à aller voir les liens en description de la vidéo. En description de la vidéo, vous aurez tous les liens qui peuvent vous permettre éventuellement d'aider la chaîne avec voilà, des tas de possibilités, achat de ledger, achat de bouquins Chartiste sur Amazon. Je vous conseille vraiment le François Baron qui est très bien fait. Et puis voilà, toutes ces choses-là qui vous permettent, les exchanges également, sur lesquels vous pouvez utiliser les liens de l'affiliation de la chaîne si jamais vous avez dans l'intention de vous inscrire sur un exchange. Ça ne vous coûtera pas plus cher du tout et vous aurez la possibilité d'aider la chaîne comme ceci. 125 millions de liquidés hier. On revient à la normalité par rapport à XRP en tout cas, avec 34 millions de liquidations sur Bitcoin et 23 millions sur Ethereum. Donc la moitié, ici ça correspond plutôt à ce qu'on voit habituellement et principalement du long puisque l'action de prix a été baissière. 125 millions, c'est une grosse journée de liquidation, on va dire que c'est relativement conséquent. En ce qui concerne le carnet d'ordre, eh ben, on a traversé des ordres à l'achat, vous le voyez sur cette descente, on est descendu à 29 682. J'avais donné 29,5 et je pense que le prix peut aller plus bas dorénavant et vous allez voir quand on va regarder le scalping que cette traîne de distribution ici est très très importante pour la suite. Néanmoins, eh bien, donc on a touché des ordres à l'achat ici. Ça a peut-être eu pour objectif, enfin pour effet de stopper un petit peu le prix dans la zone. Ici, vous avez des nouveaux ordres qui sont apparus. Vous voyez que depuis hier, depuis qu'on a touché les 28,5, vous avez du monde qui veut racheter les 29,2 dorénavant. Et voilà, c'est une centaine de bitcoins, mais c'est suffisamment important au niveau sentiment pour se le dire. Maintenant, j'ai pas d'ordres qui disparaissent à la vente ici, et je suis même plutôt en train de forcer à la vente, c'est-à-dire j'ai de plus en plus d'ordres au fur et à mesure de cette descente qui disent bon, si jamais il y a un rebond, je serai dorénavant plutôt vendeur. En ce qui concerne les marchés en levier, ben, c'est extrêmement propre par rapport à ce qu'on avait dit hier. 16 juillet, pourquoi j'ai pas le 17? Ça commence vraiment à m'énerver cette histoire. En plus, je paye l'abonnement maintenant sur Coinalyze, donc je comprends pas parce que je suis à peu près sûr d'avoir sauvé. C'est pas grave, on a pris les niveaux en tout cas du 16, et ici on avait dit que on était d'abord sur du long et puis du short à ce niveau-là, mais le niveau est nettoyé. On avait un point de short à prendre ici, c'est vraiment très énervant. Ensuite ici on a enclenché plutôt du long puisque le prix baisse, mais ça augmente, mais vous voyez que le niveau a été travaillé derrière. Ensuite à partir de là on enclenche beaucoup de long sur tout ce niveau-là, donc là effectivement bah, c'est un peu normal que le niveau ait été pris également, et puis derrière le prix fait à peu près ce qu'il doit faire de normal, c'est-à-dire diminution, et on a un point de long à prendre ici. Hop. Ensuite, donc là, c'est les niveaux de price action malheureusement qui sont normaux. Après, derrière, ici, on enclenche du long, plus ou moins. Enfin, c'est plutôt vous voyez, des positions qui se ferment en short. Donc, c'est normal que le funding augmente. Et derrière, j'ai diminution, augmentation de l'open interest, diminution du prix, mais augmentation du funding. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a énormément de long sur ce mouvement. Donc, on a une vraie anomalie de funding ici. Et je pense que le niveau ici des 29,8 sera retravaillé peut-être potentiellement dans la journée. Donc en l'occurrence ici on peut s'attendre éventuellement aujourd'hui à une baisse supplémentaire, et là pour le coup j'espère que cette fois-ci Coinalyze, que je paye dorénavant, eh bien va sauver mes niveaux, parce que sinon c'est très énervant. Alors sur Ethereum, est-ce qu'il a sauvé les niveaux d'hier ou pas? Non, le petit enfoirouse. C'est pas grave, on a travaillé les niveaux d'en haut, on a travaillé les niveaux d'en bas. Ici, qu'est-ce qu'on avait sur la zone? Eh bien, un petit peu de long sur cette zone-là, mais ça va avec le prix. Un petit peu de short sur celle-ci. Ici, beaucoup de long sur tout ce mouvement-là. On a très légèrement, éventuellement, quelque chose au niveau du top ici à venir chercher. Après, derrière... Ici également, j'ai un niveau de short à venir prendre, juste là. Vous le voyez, puisque le prix descend et le funding descend également. Derrière, on enclenche du long, puis du short. Donc, on a aussi du short sur Ethereum, à peu près sur cette zone-là. Donc, ça, c'est intéressant. On commence à avoir des niveaux vraiment intéressants ici à la hausse. Derrière, on enclenche énormément de long. Donc là, oui, effectivement, on a pas mal de long sur ce point-là, puisque vous le voyez, le prix descend, mais le funding augmente.
Ensuite, on remonte ici, et là ça se suit à peu près, hein, c'est à peu près logique, donc pas d'anomalie de ce côté-là. Après diminution du prix, diminution du funding, et derrière j'enclenche aussi encore une fois du long. Donc les niveaux de long ils sont comme suit sur Ethereum. C'est-à-dire que la trend de distribution ici, on va aller le voir également sur le scalping, et bien malheureusement pourrait nous dire que ça peut aller plus bas cette histoire. Les poches de liquidité, c'est là que ça va être vraiment intéressant. 24 minutes, on va essayer de faire vite. On enclenche plus de longues, vous le voyez sur les 5 derniers jours désormais, que de short. Tout simplement au moment où on vient visiter cette zone ici, c'est pas qu'on enclenche plus de longues, mais c'est qu'on nettoie plus de... on nettoie plus de longues, donc on enclenche plus de short. Enfin, on a un delta qui, bien évidemment, augmente. Ici, grosse position qui vient être nettoyée instantanément. Et puis, à ce stade, on est à 11 milliards, donc ça commence à être conséquent. De positions leveragées au-dessus du prix, donc ce qui sous-entend potentiellement une action de prix haussière sur les 5 derniers jours. Également sur Ether, où on voit à peu près 2 milliards, donc ça c'est plutôt une bonne chose, également au-dessus du prix. On veut vous en rappeler, sur Ethereum, on avait identifié des grosses positions éventuellement à prendre au 1865. Je pense que ça peut pousser plus bas. Vous voyez qu'en fait, ce qu'on regarde ici, c'est vraiment la zone un peu orangée, les leviers x100 qui pourraient éventuellement être nettoyés. Et là, en l'occurrence, on en a jusqu'à 1845. Donc tout à l'heure, j'ai annoncé 1800. Peut-être qu'à 1845, on aurait déjà une réponse sur Ethereum si jamais on continue plus bas. Si jamais ça n'est pas le cas, ici, ce qu'on veut, c'est des grosses positions en short viennent s'ouvrir, donc aux premiers prémices de baisse, hein. Là en l'occurrence vous le voyez, là on a baissé, le fait qu'il y ait cette grosse ouverture de short en bas, donc retardataire sur le mouvement, ça sous-entend que c'est plutôt une bonne chose, le sentiment est plutôt shorter, et c'est ce qu'on voudrait éventuellement, encore une fois, sur... Ethereum. En ce qui concerne les 12 dernières heures, eh bien, j'ai l'impression qu'on a plus de short que de long. En tout cas, en valeur, il semblerait que ça soit plutôt le cas. En ce qui concerne les 7 jours, c'est dommage qu'on n'ait pas ici les deltas comme on l'a sur la 5 jours que je vous montre avec les niveaux. En ce qui concerne la 7 jours, sur Bitcoin, on a déjà pas mal nettoyé la poche de liquidité dont je vous parlais. Vous le voyez ici, le fait d'être venu au 29,6, on a nettoyé la partie jaune qui est là. Donc c'est encourageant pour se dire qu'éventuellement, si jamais on temporise un peu dans la zone et qu'ici on devient jaune, sur la 7 jours, on puisse désormais avoir des points à prendre autour des quasiment 32 000 $, donc le top. C'est un scénario que je défends depuis longtemps. Malheureusement, on temporise, on fait pas le mouvement haussier comme on a pu faire ici, par exemple. On temporise dans la zone et à chaque fois, on enclenche un peu trop de longue. Donc ce qu'on veut, c'est que ça aille vite. Ce qu'on veut, c'est que ça ne laisse pas trop de monde rentrer, tout simplement sur la hausse, de manière à passer un palier. J'ai pas regardé la 12 heures sur Ethereum, mais c'est pas très grave. Et en ce qui concerne la 7 jours sur Ethereum, attention, les 1845 n'ont pas été nettoyés ici. Donc sur la semaine, on a un point de liquidité important. Comprenez bien que sur les leviers x100, etc., ce genre de choses, rarement vous restez en position plus de 2-3 semaines. Donc ici, il faut comprendre que du coup, aller voir là un mois, ça peut nous donner une vision un petit peu plus précise des choses. Mais en l'occurrence, là, ce qu'on regarde, c'est la liquidité, les forts leviers. Où sont placés les forts leviers? Et là, en l'occurrence, qu'on peut voir, c'est que les forts leviers sur Ethereum n'ont pas revisité les 1850. Est-ce que ça affiche de la force ou est-ce que ça affiche une faiblesse à venir? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser. En tout cas, si Bitcoin est venu chercher dans sa poche de liquidité, celle qu'on mettait énormément en avant hier en disant « Ah, je pense qu'il y a un truc à aller chercher dans ce coin-là », puisqu'on regarde on regarde beaucoup la 7 jours, hein, nous, sur le channel, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que désormais Bitcoin a vraiment besoin de venir à 29 ou pas? Si on traîne pas trop dans la zone, on va pas ici forcer sur les 29. Par contre, donc il nous faut l'impulsion pour aller chercher ici les 31 maintenant. Si jamais on n'a pas cette impulsion maintenant, ça veut dire qu'on va en bas de la zone rouge que je vous avais montré tout à l'heure sur le channel, et ça veut dire que du coup, eh bien, si on temporise un peu trop, il va y avoir malheureusement trop de longues et on ne pourra pas partir avec le train un peu trop chargé. On revient sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Notamment sur la partie scalping, donc on va aller sur les toutes petites time frames ici. En 2 heures, je vous l'ai montré ici, il faut regagner d'ici 14 heures aujourd'hui, c'était plutôt sur le 4 heures, mais ce niveau-là, donc le niveau des 30 080 doit être regagné, on ne peut pas perdre les 30 000 $. Concrètement, si on regarde même sur la 4 heures, on a une très belle trend de distribution ici, comme ceci, qui est très propre. Donc dès qu'on casse pas ça, on peut peut-être se dire que ce niveau ne peut pas venir casser tout simplement cette trend de distribution. En l'occurrence, là où je trouve que c'est intéressant, c'est que auparavant on avait une trend de distribution en 4 heures qui était, autant pour moi, on pourrait même la mettre comme ça. Oui, c'était peut-être plutôt pas mal comme ça. Ici, on avait, vous le voyez, une 4 heures qui avait une certaine pente.
Et désormais, on amorce une 4 heures qui a une pente moindre. Sous-entendu, il est possible que ici, étant donné qu'une traîne de distribution est en train de s'adoucir, on revienne à minima chercher le point pivot, qui est celui-ci, donc les 30 300 à ce stade. D'accord? Le fait de voir une traîne très puissante comme ça, finalement s'adoucir, en général, assez souvent, on attaque le point commun entre ces deux droites. Là, c'est pas extrêmement propre, il faudrait qu'il soit peut-être un petit peu plus commun, mais peut-être que l'idée, c'est tout simplement de d'abord aller là, et puis ensuite aller là. On le saura à partir du moment où on casse la 4 heures, excusez-moi, qui est celle-ci. Ici, eh ben, on a quasiment un equal low, donc ça c'est intéressant. Prise de liquidité très faible dans cette zone. J'aurais presque préféré qu'on enfonce un tout petit peu plus de manière à prendre toute la liquidité qu'on voyait tout à l'heure sur la 7 jours. La liquidité qu'on voyait sur la 7 jours, vous l'avez compris, c'est tout simplement celle-ci. Là, j'aurais bien aimé qu'on enfonce quasiment jusqu'au 29. Ça aurait été vraiment super. Et finalement, dans cette descente, je trouve qu'Ethereum a affiché une certaine force. Puisqu'il a quand même moins corrigé dans cette histoire. Est-ce qu'on peut voir des figures chartistes intéressantes? Pour le moment, les figures chartistes qu'on peut voir, elles sont plutôt baissières, c'est plutôt des figures de retournement, vous le voyez ici. Si jamais vraiment on perd le niveau totalement, c'est-à-dire encore une fois, ça n'est pas une mèche, mais c'est un niveau qui commence à perdurer, donc on clôture une bougie entière en 4 heures sous le niveau des 30 080 $, et bien à ce moment-là, on active pas mal de figures baissières. Alors c'est pas des épaules tête-épaule extrêmement belles, c'est pas des élargissements qui sont extrêmement beaux, puisqu'on est dans un range ici, j'ai plutôt voilà des figures qui sont pas extrêmement jolies, mais voilà, je m'attendrais personnellement plutôt à un retest à nouveau des 30 200, rester en partie dans cette zone là. Le fait qu'on ait regardé ici que beaucoup de liquidités quand même avaient été réparées quand on est allé dans cette zone là, sous-entend qu'il n'est pas sûr qu'on aille faire un tour complet, qu'on aille complètement couvrir jusqu'au... ici j'avais mis 29,5, mais en fait on a vu sur le graphe que désormais, étant donné qu'on a traîné dans la zone, on peut tirer ça jusqu'à 29,2, 29,3, quasiment, même en fait jusqu'au support suivant. Vous le voyez, c'est celui-ci. 29,249. Ça peut être intéressant cette histoire, c'est-à-dire éventuellement il y a peut-être même un petit short à prendre. Maintenant, malheureusement, étant donné qu'on a fait cette petite mèche, finalement, pardon, du coup j'ai viré la... J'essaye de nettoyer au fur et à mesure, sinon c'est un enfer à nettoyer après. Oui, en gros, la possibilité ici, c'est que on soit sur une forme de double bottom, ou en tout cas qu'on ait ici trouvé le plus bas. Maintenant, j'aurais quand même tendance à dire, attention, vous avez une très belle zone de liquidité ici. Donc si vous décidez de prendre des trades, vous devez avoir un stop loss ou un prix de liquidation qui se trouve avec un risk management maîtrisé. Vous avez bien sûr à la fin de chacune de mes vidéos, vous avez une miniature qui apparaît. N'hésitez pas à aller regarder ceci si c'est pas déjà fait et qui s'appelle le risk management en crypto ou trader comme un pro ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et donc du coup n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo. On va désormais aller voir des time frames encore plus petites sur le 30 minutes. Si jamais on arrive ici à repasser la traîne 4 heures, vous voyez que c'est plutôt propre parce qu'on aurait cette épaule tête-épaule inversée. La target en est de... Donc pour une épaule tête-épaule inversée, vous prenez la tête entière que vous reportez au point de cassure éventuel. Et vous voyez que là, pour le coup, ça nous dirait éventuellement, si jamais on valide cette structure-là, eh bien que le prix ne va pas non seulement à 30 300 comme on avait vu par le passé, mais peut-être plutôt qu'il vient rechercher le 4 heures suivant. Le 4 heures suivant, pour moi, ça me paraîtrait un peu faiblous. J'aurais tendance à dire que peut-être, si jamais on va dans cette zone-là, on pourrait revenir chercher les 31 000 directement. Pourquoi ça? Parce que vous le voyez ici en price action, on a un pic là et on a ce fair value gap ou cet imbalance, appelez-le comme vous voulez, en fonction des concepts que vous utilisez, que ce soit SMC ou ICP ou voilà tous les types de concepts que vous pouvez utiliser par rapport aux imbalances. On a cet imbalance qui potentiellement pourrait revenir chercher tout simplement le pic, l'attaque du pic qui a créé cet imbalance, le moment où on a pivoté pour descendre. Le prix déteste ces zones-là et là vous voyez qu'on a à chaque fois qu'on est passé dans cette zone-là, on a traversé très fort, en tout cas pour les deux dernières fois, hein. Ici il y avait eu du business, c'est pas la question, mais pour les deux dernières fois c'est le cas, et le prix aime pas trop ça, le prix aime bien ici refaire du business dans les zones où tout simplement il a délivré très fort, il y a eu un accouchement de prix, voilà. On va désormais
on va descendre encore un peu en fait dans les time frames. Ici, bon, vous avez une trend de distribution qui est cassée en 15 minutes, donc ça c'est peut-être intéressant également. En l'occurrence, ça peut peut-être nous dire qu'on est repassé désormais sur ce type de tendance, quelque chose comme ça. On aura confirmation du retournement, malheureusement uniquement à la prise des 30 300 s'ils sont pris et à la cassure de cette 4 heures si jamais elle est prise également. Et sur le 5 minutes, pas grand chose à dire, en tout cas j'ai l'impression. On a peut-être un niveau ici en 5 minutes, encore que pour moi il a été perdu à peu près dans cette zone là, donc non pas vraiment, le niveau serait peut-être plutôt par ici désormais. Donc 29,9 peut être un excellent endroit où éventuellement se dire que si on est dans une structure de retournement, on ne doit pas perdre ce creux là, vous comprenez que c'est ici l'idée d'investir sur un niveau. Pour le moment on a eu le prix à délivrer assez fort ici, et là le deuxième creux qui semble ne pas vouloir être attaqué à ce stade, c'est celui-ci. Bon, le 5 minutes, c'est quand même quelque chose où vous voyez ici la tendance elle est pour le moment baissière. Ce qu'on veut c'est une vraie structure de retournement avant de rentrer sur un 5 minutes. Ce qu'on veut c'est un vrai W, c'est un vrai triangle ascendant, c'est quelque chose qui nous montre réellement que on va à l'attaque tout simplement de ce niveau là à nouveau. Donc dans les 4 prochaines heures c'est éventuellement pour les scalpers les choses que vous pourrez éventuellement regarder. Ethereum USDT. Alors Ethereum USDT, on va repartir du 1 heure par exemple, je pense que c'est pas mal. Le 1 heure est littéralement baissier, peut-être moins si on aurait aussi éventuellement cette ETE inversée si on arrive à regagner à nouveau les 1920 et les dépasser. Target de cette ETE inversée ici, donc quand je dis ETE c'est épaule, tête, épaule bien évidemment, et bien c'est un retour dans la zone des 1966, donc sous-entendu on reviendrait titiller ce qui pourrait potentiellement désormais être une résistance ici dans la zone des 1960. Vous voyez, je vais garder le niveau des 1948 ici, pardon, et c'était la zone des 1944. Ici, vous avez un niveau qui pourrait potentiellement nous rejeter une nouvelle fois. Cela dit, pour le moment, pas de confirmation que tout ça est en train de se mettre en place. On parle d'une figure potentielle. Et ça c'est suffisamment important pour le dire. Et puis on n'a pas retesté ce bottom ici au 1874. Moi j'aime beaucoup quand les bottoms se mettent en double, c'est-à-dire sont retestés vraiment réellement. Maintenant une épaule tête épaule inversée est également une figure de retournement, donc on surveillera tout particulièrement la zone des 1920 qui a été vraiment critique depuis vraiment plusieurs jours ici. On a vu que cette zone des 1920 elle jouait beaucoup. Ici résistance, résistance, résistance. Ici on la passe, on essaye de temporiser dessus. Finalement on la perd, on la repasse. Ici, enfin vous voyez en gros, la grosse zone, c'est 1899 à 1920, qui pour le moment a quand même provoqué des réactions à chaque fois. Ici, vous le voyez, 1899 à nouveau réaction. Et là, vous voyez qu'on est venu faire un tour très rapide dessous. Si jamais on arrive à tenir ici les 1901 dorénavant et à repartir dans l'autre sens et à casser cette fameuse épaule tête épaule inversée, à ce moment-là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, si on enfonce ici et qu'on perd cette superbe 4 heures ici, là, malheureusement, ça veut dire que le prix va plus bas. Si on regarde sur le 15 minutes, pas grand chose de plus à dire. Un equal low ici, donc ça c'est intéressant. Moi j'aime bien les equal low également. Ça veut dire qu'il y a un niveau qui a tenu 2 fois. Donc assez souvent ça reverse une tendance. Ici la tendance elle est baissière. On peut voir également sur le 15 minutes une trend qui est celle-ci. D'accord, et donc c'est une 15 minutes, si on arrive à casser cette trend avec une bougie de 15 minutes, donc une clôture entière, ça veut peut-être dire qu'on aura la force pour éventuellement aller rattaquer les 1920 et faire cette fameuse figure de retournement, à savoir épaule tête épaule inversée. Pour le moment, encore une fois, c'est extrêmement hypothétique tout ça. Cet equal low est quand même plutôt encourageant au 1893. Celui-ci n'a pas été retesté au 1873, mais on a eu la prise de liquidité. Alors sur Ether, encore une fois, je me répète, sur Ether, la prise de liquidité, vous voyez qu'elle est minime. 1860, ça nous a amené à peu près ici. Le gros des liquidités est sous les 1850. Donc attention, Ether pourrait faire une grosse mèche de correction pour éventuellement sortir les leviers qui se sont accumulés dans cette zone de range depuis désormais le week-end dernier, je dirais ça fait 4 jours en gros, et ça pourrait vraiment ici être éventuellement d'abord un plongeon pour ensuite repartir. À minima retester, enfoncer ça. En tout cas pour le moment, vous voyez que la structure en 1 heure est baissière, il n'y a pas de doute là-dessus, c'est-à-dire que vous le voyez ici on est sur une structure qui désormais est baissière. On n'aura pas de confirmation de retournement tout simplement tant qu'on n'aura pas fait un nouveau plus haut, à savoir en l'occurrence ici c'est les 1920, d'accord, donc tenir le niveau actuel, faire un nouveau plus haut voudrait dire tout simplement éventuellement repasser en structure haussière. Si jamais on n'arrive pas à le faire, tout simplement ça veut dire que le prix va plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire le prix va plus bas? Ça veut dire potentiellement on avait fait ici une A et on a ici une B et là on est en train d'attaquer une C, d'accord, une C qui pourrait peut-être venir rejouer avec les 1840 qui sont les derniers lots, je le rappelle ici, on avait ici quelque part autour de
1824, le dernier lot. Scénario privilégié en ce qui me concerne. Je pense à une hausse aujourd'hui, mais je peux me tromper. Parce que Bitcoin a nettoyé quand même une bonne partie de sa liquidité. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas enfoncer complètement la poche de liquidité. Si jamais cette hausse se fait subitement, ça serait bien. Si jamais, par contre, on n'arrive pas à attaquer tous les points que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire péter la 4 heures, si là on se fait repousser, etc., à ce moment-là, pour moi, c'est 29,2 à minima. Donc le signal, il est quelque part par ici, tout simplement dans les petites time frame, les 1 heure, 15 minutes, etc. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, c'est-à-dire pouce bleu. Pouce bleu, c'est extrêmement important parce que tout simplement, eh bien, ça aide la chaîne. Ensuite, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. Et en l'occurrence, aujourd'hui, ça ne sera pas une question à la con, ça sera une citation à la con. Donc c'est pas vraiment une question. Dites-moi ce que vous pensez de la citation, ça pourrait être ça la question. Que j'ai lu aujourd'hui, qui m'a pas mal parlé, c'est-à-dire que finalement, devenir riche, c'est s'offrir une table plus grande plutôt qu'une clôture plus haute. Voilà, c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir et je trouve que c'est relativement vrai parce que tout simplement, il y a effectivement cette idée de moyen, mais il y a aussi cette idée de recevoir, partager. Voilà, à mon sens, on ne possède rien tant qu'on ne l'a pas partagé au moins une fois avec quelqu'un d'autre qui en avait besoin. Donc voilà, je le vois les choses comme ça. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. D'ici là, passez une très très bonne journée et puis bon trading à tous, à demain.